Mesdames, Messieurs, bonjour et très heureux de vous retrouver dans ce 13h Bénin. Voici le sommaire. C'est ce mardi que les Libériens sont appelés à élire le nouveau président de la République. Plus de 2 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour ce second tour. À quelques heures de l'ouverture des bureaux de vote, quel est le point des préparatifs? La réponse de la présidente de la commission électorale de Libéria est à suivre dans un instant. Et puis ensuite, le jeune technicien béninois Ange Joël Agla de Radio Univers Bénin a décroché le 2 novembre dernier la bourse Ghislaine Dupont et Claude Vellon, édition 2023, dans la catégorie technicien. Il a été distingué 10e lauréat technicien de cette bourse organisée chaque année par Radio France Internationale. Il a reçu son prix lors d'une cérémonie de distinction qui s'est déroulée à Abidjan. Canal 3 Bénin est allé à sa rencontre. Reportage à suivre dans un instant. Et puis enfin, le projet Arche Assurance pour le renforcement du capital humain est dans sa phase active. L'un des volets de ce programme gouvernemental à caractère social est le renforcement des capacités des artisans. Dans ce cadre, une campagne de formation a démarré sur différents sites disséminés dans 8 communes du Bénin. Comment se déroule la formation des artisans sur le terrain? On va le savoir également en fin d'édition. Voilà pour vous le sommet de cette édition. À nouveau, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. C'est ce mardi 14 novembre que les Libériens sont appelés aux urnes pour élire le nouveau président de la République. Plus de 2 millions d'électeurs seront aux urnes pour ce second tour à quelques heures de l'ouverture des bureaux de vote. Quel est le point des préparatifs? La réponse avec la présidente de la commission électorale nationale du Libéria au micro de Idrissou Boukari, Elvis Tonoukoua. The National Elections Commission of Liberia is well prepared to conduct this presidential runoff, which will take place on the 14th of November 2023. We say we are ready because we have all of our funding. You probably may have heard that we had difficulty with that. So we have all of our funding. We have done all of our procurement, including ballots, which were brought into the country some 10 days ago. These ballots and other sensitive and non-sensitive materials have been deployed to the field. As we speak, the deployment of staff and materials to the polling centers is ongoing. Staff have been trained. We've conducted civic and voter education nationwide. And then we have been running other public service programs to ensure that Liberians 18 years and above who have registered under the 2.4 plus million registrants will turn out to vote on the 14th of November. Et puis avec nos équipes sur place au Libéria, c'est une grande mobilisation des électeurs ce mardi dans les bureaux de vote au Libéria. Près de 2,5 millions de citoyens élisent le prochain président de la République. Dans la compétition, le président sortant et le candidat du principal parti d'opposition, les citoyens, votent dans le calme sous le regard de la commission d'observation électorale de la CEDEAO présente dans le pays depuis une quinzaine de jours. Voici le point. Après un score serré entre les deux premiers candidats ayant franchi le premier tour, c'est ce mardi 14 novembre 2023 que le peuple libérien est appelé à départager les deux prétendants au fauteuil présidentiel. George Weah, candidat à sa propre succession et leader du parti Coalition pour le changement démocratique, et Joseph Boakai, ancien vice-président et président du parti de l'Unité. Le vote a effectivement démarré avec une forte mobilisation des électeurs qui accomplissent leur devoir civique dans le calme et la discipline avec l'espoir que leur quotidien s'améliore dans les mois et années à venir. My prediction or my thinking for the future president of this country should be president that have the ability to develop the country and to build human resources. That's all. Other than that, I can't vote you. So that's all. That's my thinking about this vote. Somebody who believe in development and somebody who believe to build human resources. Toutes les phases de ce scrutin présidentiel sont suivies par la commission de la CEDEAO à travers ses observateurs déployés dans le pays. Ils ont pour tâche de suivre le déroulement des opérations de vote et s'assurer de sa transparence et sa sincérité. À Monrovia, dans la capitale,
Le chef de la mission d'observation électorale de la CEDEAO, le commissaire aux affaires politiques, paix et sécurité et leur délégation ont fait le tour de quelques bureaux de vote. Les premiers éléments d'appréciation rassurent pour la suite du processus. We have observed the commencement of polls, and we've also gone round now to another polling station and observed the process ongoing. I think in general it's commenced very well, on time. And the polling station officials appear to be doing their job properly. L'issue de ce match retour entre l'ancien footballeur international et l'ancien vice-président, comme l'affiche de 2017 est incertaine, mais faut-il le rappeler, les candidats arrivés en 3e et 4e position au premier tour ont appelé leurs militants à voter pour l'opposant Joseph Boakai. Mais ce ralliement peut-il peser dans la balance? Le dernier mot revient au peuple libérien qui est en train d'opérer son choix dans les urnes. Et puis dans cette compétition électorale, les citoyens libériens ont le choix entre George Weah, candidat à sa propre succession, et puis Joseph Boakai, ancien Premier ministre. Quel regard les jeunes et les femmes portent-ils sur la gouvernance du président sortant et quelles sont leurs attentes vis-à-vis du prochain président de la République du Libéria? Voici quelques réponses. La campagne électorale ouverte le 24 octobre 2023 pour le compte du second tour de l'élection présidentielle au Libéria prend fin ce dimanche 12 novembre 2023. Au cœur des promesses des deux candidats retenus au premier tour, la lutte contre la corruption, le renforcement de la sécurité et la promotion de l'état de droit pour un pays qui a connu la guerre civile pendant plusieurs années. Les jeunes qui constituent 70% de la population retiennent aussi les attentions, comme ce fut le cas il y a 6 ans avec les mêmes candidats arrivés au second tour. Dans la mise en œuvre de sa politique en faveur de la jeunesse libérienne qu'il a portée au pouvoir en 2017, le président sortant est noté selon ce que l'on attendait de lui. Pour ma part, ce que le président a réalisé pendant les 5 précédentes années fait que les choses se passent bien. Nous n'avons pas rencontré de problèmes de stabilité majeurs comme c'était le cas lors du passage de ceux qui l'ont précédé, et ça c'est une bonne chose. Je préfère Joseph Boakai pour plusieurs raisons, dont la première est l'agriculture. Le domaine de l'agriculture fait face à de sérieux problèmes, de même que l'économie et bien d'autres domaines. C'est pour cette raison que je veux voter pour Joseph Boakai, afin qu'il soit le prochain président. Les jeunes, mais aussi les femmes, très souvent au premier rang des mobilisations en période électorale. Les différents projets de société leur accordent la place qu'elles méritent dans la cité, mais dans les faits, la question de leur autonomisation financière reste presque entière. En 6 ans de gouvernance, quelques actions ont été posées en vue de replacer la femme au cœur des politiques de développement. Au bout du compte, les notes varient en fonction du niveau de satisfaction de l'une ou de l'autre. We want women empowerment and we want our children to leave the street to start taking drugs. Now the thing I expect though, because of my disagreement, we are government, they trust our children sporting plenty. And you see the development the president doing for us, especially the youth. You can see education now. Everybody going to school free. It's a big plus that the president has ever done for the nation. Since I was born, and my mother told me about Liberian presidents that have been coming. The president has been changed to Liberia. Le mandat 2023-2029 nourrit encore les espoirs chez les jeunes et les femmes. George Weah ou Joseph Boakai, les défis s'annoncent titanesques dans un pays où beaucoup ou presque tout reste à faire en matière de construction d'infrastructures routières. Le prochain président qui sera élu le 14 novembre est attendu sur des questions essentielles. My expectation, the president has spoken all for the future of our children,
for better Liberia and for more to come. Because he don't really talk, but he work with actions. So vote number 2. If you vote number 2, you make a wrong decision for Liberians. Thank you. Maybe individually I didn't see it, but for me I'm doing business so I can manage and God can bless me. So we are saying, I never voted him, but I suffer. Tout comme la corruption, la sécurité et l'état de droit, la question de l'emploi des jeunes et l'autonomisation financière des femmes sont des préoccupations dont les candidats au fauteuil présidentiel sont appelés à tenir compte. La rupture ou la continuité, 2 471 617 électeurs décident dans les urnes mardi prochain. Je vous l'annonçais en titre, le jeune technicien béninois Ange Joël Agbla de Radio Univers Bénin a décroché le 2 novembre dernier la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon, édition 2023, dans la catégorie technicien. Il a été distingué 10e lauréat technicien de cette bourse organisée chaque année par Radio France Internationale. Désormais, bien entendu, 2e béninois ayant remporté ce prix. Il a reçu son prix lors d'une cérémonie de distinction qui s'est déroulée à Abidjan. Canal 3 est allé à sa rencontre et voici le reportage. Le 10e lauréat technicien de la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon, il s'agit de Ange Joël Agbla. C'est ainsi que la qualité des talents béninois a été révélée une fois encore à l'Afrique et au monde entier à Abidjan le 2 novembre dernier. Et voici celui dont vient l'exploit. Ce jeune technicien béninois de Radio Univers qui a usé de tout son savoir-faire pour surclasser les 9 autres techniciens retenus à cette phase sur plus d'une centaine ayant postulé. Ange Joël Agbla est son nom. Il décroche la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon de RFI, un coup auquel il ne postule que par instinct curieux et l'envie de se surpasser. J'avais vu ça sur l'internet et j'en ai parlé avec mon attaché de production, lui aussi il a fait Radio Univers à Piramao. Donc il m'a expliqué un peu. Donc je me suis dit, c'est une belle opportunité, pourquoi ne pas postuler. Donc c'est là que j'ai postulé à cette bourse. J'ai réuni tout ce qu'il faut. Et après quelques jours, ils m'ont appelé pour dire, ouais, ils vont faire un entretien avec moi. Après l'entretien avec la responsable de formation, on a parlé son, on a parlé de radio en général, et voilà. Donc après ça, ils m'ont rappelé encore pour dire je suis sélectionné pour la masterclass. La phase de masterclass, meublée de 2 semaines de formation et de pratique sur le terrain à Abidjan, Côte d'Ivoire, à l'endroit des 20 sélectionnés venus de 12 pays d'Afrique francophone, dont 10 techniciens et 10 journalistes, s'en est suivi. À l'issue, chaque binôme constitué a choisi son sujet sur lequel une production d'1 minute 30 a été réalisée. Moi, ma production, c'est un tout sonore. Il n'y a pas la voix du journaliste, c'est l'ambiance sonore et les interventions. Bon, tous ceux qui sont bons. Moi, j'ai pris le fermier, j'ai pris un de ses collaborateurs, j'ai également pris une cliente sur place. L'objectif de sa production était bien clair, amener l'auditeur au cœur du sujet qu'il traite. Il réalise sa production sur l'aviculture avec comme défi faire en sorte que l'auditeur se sente dans une ferme. Et pour tenir ce pari, il y a mis tous les moyens nécessaires. Quand moi je suis allé, je lui ai demandé, s'il vous plaît monsieur, avant d'entrer dans une ferme, qu'est-ce qu'on fait? Il m'a dit, il faut mettre les pieds, autant pour moi, dans un désinfectant qui est en liquide, quoi. Donc, quand il mettait le pied dans le désinfectant, moi j'ai pris le son pendant qu'il mettait le pied dans le désinfectant. L'auditeur qui écoute ça, il sait que effectivement, ce qui est raconté, quand il raconte, effectivement, il le fait, quoi. Genre, l'ambiance sonore vient soutenir en réalité ce que la personne raconte. Donc c'est un peu ça. Après, il est rentré dans la ferme, il nous a parlé de son quotidien, et il a pris une poule, il nous montre comment savoir si la poule se porte bien, tout ça. Donc pendant qu'il prenait la poule, moi j'ai pris le son des battements des ailes, tout ça. Après la prise de son, c'est le message c'est l'oreille, ça va enjoncer les choses et bien misser le niveau. À l'issue de la compétition, ils sont lauréats sur les 10 techniciens qui y ont pris part à cette 10e édition de la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Quand j'ai décroché ce prix, j'ai pris l'engagement devant tout le monde d'honorer leur héritage en poursuivant un journalisme honnête, un journalisme indépendant, faire des reportages sur des sujets intéressants.
Une bourse qui ne fait pas que le bonheur dans Josué Agla, mais aussi de son entourage qui s'en réjouit pleinement. C'est un plaisir pour moi d'avoir quelqu'un de ma promotion qui a pu décrocher cette bourse. Je lui souhaite tout le meilleur et que la chance soit de son côté pour qu'il puisse gagner plus que ça. Ça fait quand même plaisir de savoir que des jeunes qui ont été formés il y a 2 à 3 ans, qui à l'arrivée se sont imposés sur le terrain. Donc on a eu cette nouvelle avec joie. 10e lauréat technicien de la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon, le jeune technicien béninois va bénéficier de 4 semaines de stage en France, dont 2 à Radio France Internationale et 2 à l'Institut national de l'audiovisuel. Dans la suite de cette édition, dans le cadre de son programme de lotissement et suite à la décision du conseil communal, le maire de la commune de Dangbo a procédé ce lundi dans l'arrondissement de Rosan au lancement de travaux d'ouverture de voies. Cette activité vise à améliorer le cadre de vie des populations. Voici le compte rendu. C'est un jour peu ordinaire ici dans l'arrondissement de Ozin, dans la commune de Dangbo. Autorités locales et bulldozers sont sur le terrain. Cependant, loin d'être entreprise dans le cadre d'une opération de déguerpissement, cette mobilisation est motivée par la volonté de mettre en œuvre le programme de lotissement de la commune. Nous avons retenu de réaliser 26 km. D'abord pour la première tranche. Ces 26 km sont répartis sur tous les arrondissements, sur tous les lotissements de Dangbo. Nous attendions ça là, maintenant il y a un peu longtemps, et que quand au conseil nous avions décidé de l'ouverture, de quelques ouvertures de 15 mètres là, de 15 à 20, on a décidé de le faire pour rendre un peu accessible la population. Satisfaits de cette initiative, les administrés estiment qu'elle contribuerait au développement de leur arrondissement. Nous d'abord, puisque nous avons Togo, Tomayon, aliwe dona no Togo Tonayon, et des bailleurs et gardeni, et nous avons dit poto à Sobio, quartier miton. Puisque nous avons là poto ni do a mido poto si tout cladje, poto mawa kakaje di. Et vivia mi bauna ne a horo bi bayra mi mi do kona babaro. Je suis rendu que pendant que quand il y a d'agrément et de caille ma voix bon film de la mal d'agrément so do d'agrément film de la quand hoé les ah et vivez nous mi-temps ouais do la yo ni mele na kwa ipalo to mi to me fio il on do ko e village to mi o je nu glo mais tion de européen son ah et vivez nous mi-temps to me e hunukun e gbele krada le voix non comme mi to hun e hun di. Tous les arrondissements de la commune de Dangbo sont concernés par ce programme de lotissement. Le projet Arche Assurance pour le renforcement du capital humain est dans sa phase active. L'un des volets de ce programme gouvernemental à caractère social est le renforcement des capacités des artisans. Dans ce cadre, une campagne de formation a démarré sur différents sites disséminés dans 8 communes du Bénin. Nous sommes allés au collège privé d'enseignement technique agricole Cobessid International de Pomassé et à l'établissement para-universitaire Assana Formation de Redo afin de constater l'effectivité de cette formation. Voici les images. Notre immersion dans l'univers de la mise en œuvre du volet formation des artisans du projet Arche démarre ici. Sont prises en charge dans ce collège privé d'enseignement technique 43 femmes spécialisées dans la transformation agroalimentaire. Reparties dans 2 ateliers, elles sont formées dans les techniques de transformation des produits maraîchers et des céréales. Elles apprennent comment produire à partir des matières premières et conditionner dans le respect des règles d'hygiène. Entre autres, des purées de tomates, d'oignons, de piments, du haclu séché et des biscuits. Nous avons 4 filières. Il y a ceux qui sont dans la filière céréales, ceux qui sont dans la filière fruits, ceux qui sont dans les tubercules et ceux qui sont dans les produits maraîchers. Depuis la semaine passée, nous avons démarré avec ceux qui sont dans les céréales et les produits maraîchers. C'est comment donner un plus dans les techniques de fabrication pour que les produits issus
du processus de fabrication des dames puissent être des produits de bonne qualité et qui répondent à l'attente des consommateurs. Le volet formation du projet A, c'est une bonne initiative du gouvernement dans la mesure où les formations sont totalement gratuites. Donc ces formations dont on réfléchissait depuis longtemps comment trouver les moyens pour aller les suivre, le projet H nous offre cela gratuitement et le cadre est très bien. Du collège privé d'enseignement technique agricole Kobe-Site International de Port-Massé, notre équipe est descendue à l'établissement para-universitaire Asana Formation de Ouédou. Ce centre est chargé du renforcement des capacités de 23 pâtissiers et boulangers, y compris une quinzaine de femmes. Ici également, 2 ateliers sont mis en place, un pour la préparation de gâteaux et de cookies, un autre pour la production des pains modernes. J'ai apporté avec des petits pochoirs, par exemple, c'est ce qui se fait un petit peu actuellement, pour rendre un peu plus attrayant. Avoir la clientèle justement pour leur montrer que les gens, il faut qu'ils sachent qu'on a un métier qui est artistique. Quand vous prenez la pâtisserie, le programme est clairement structuré. Il y a les entremets en fait, qu'on fait de plusieurs manières modernes. Il y a la décoration des gâteaux, il y a les cake design. Ils le font déjà, mais on a commencé par faire depuis hier autrement. Déjà, il y a des produits qu'on a commencé par faire en utilisant nos produits locaux, notamment le noix de cajou, vous l'avez vu là-bas, notamment la farine de blé. Les dispositions sont prises par l'État en vue de permettre aux bénéficiaires de ce programme d'être formés dans des conditions optimales. Un mécanisme d'accompagnement est en outre prévu pour le faciliter la mise en pratique sur le terrain des connaissances acquises. Tout artisan qui vient suivre une formation H est pris en charge entièrement en fonction de la localité de provenance. Il y a l'hébergement, il y a la restauration et à la fin, il y a les frais de déplacement également qui sont payés. En plus de renforcement des compétences, H accompagne les artisans avec un crédit H artisan. L'État estime qu'il faut qu'on fasse un accompagnement technique pour voir l'impact que la formation a sur ces artisans. Donc il y a là le crédit H artisan intervient et ça varie de 100 000 à 2 millions en fonction des besoins exprimés par chaque artisan. Dans le cadre de cette campagne qui prend fin le 30 décembre 2023, des équipements adéquats et des ressources humaines de qualité sont mobilisés. L'objectif est de renforcer à terme des capacités de 1600 artisans. Après Abomey-Calavi, la cité résidentielle va bientôt prendre corps dans la ville de Parakou. En effet, les travaux de construction de 250 logements sociaux et économiques prévus dans cette ville vont démarrer bientôt. En Conseil des ministres de mardi 30 octobre 2023, l'exécutif a décidé de la contractualisation avec une entreprise pour le lancement effectif des travaux dans le rang des populations de la cité des Koubourou. Les avis restent partagés après cette annonce, pendant que d'autres apprécient cette décision. D'autres déplorent la construction d'autres bâtiments qui, selon eux, risquent de connaître le même sort que l'ancien chantier aujourd'hui en ruine. Reportage. Voici le site qui va abriter les 253 logements socio-économiques prévus pour Parakou dans le cadre du projet de construction de 20 000 logements de type F4 annoncé par le gouvernement dans 14 différentes villes du Bénin. En Conseil des ministres de ce mardi 31 octobre 2023, les membres du gouvernement ont annoncé le démarrage imminent des travaux puisque les obstacles qui entravaient la viabilisation du site choisi ont été levés. Et à l'instar d'Abomey-Calavi et Porte-Novo, la cité résidentielle pourra commencer à prendre corps pour le bonheur des populations et plus particulièrement de ceux qui plus tard pourront les acquérir et en devenir propriétaires. Au début du mandat du président Patrice Talon, en décembre 2016 précisément, il était prévu la construction de 20 000 logements dans 14 communes au Bénin. Et je crois que on patientait. Bon, on se disait que c'était fini. Et si finalement le mardi passé, on a osé mettre le doigt dans le plat pour décider de construire 253 logements à Parakou, on ne peut qu'apprécier la chose. Moi, je vois que c'est une bonne chose. Lorsque moi j'ai appris la nouvelle, je vois que c'est une bonne chose. Le programme immobilier d'habitat social et économique est l'un des projets phares inscrits au programme d'action du gouvernement du président Patrice Talon. Cette initiative vise à relever le défi de l'accès du plus grand nombre à un logement décent
mais aussi à mieux encadrer les défaillances dans l'encadrement du foncier et de l'immobilier dans notre pays. Sauf que les populations de la cité des Koboro ne perçoivent pas les choses de la même façon que l'exécutif, car pour elles, la construction de nouveaux logements pour la ville de Parakou implique une fois encore un investissement dans la réalisation d'un projet qu'elles estiment déjà réalisé, faisant ainsi allusion aux logements sociaux construits sous l'Ancien Régime. Et si tu as une construction sans crépi, sans la terrasse et autres là, pour arranger, pour aller au niveau de finition, c'est vite que tu vas aller ramasser du sable, commencer par fouiller et autres là, et appeler les maçons, ils vont commencer. Ça a plus de dépenses que d'arranger ce qui est déjà debout et on va entretenir. De nouveaux logements sociaux et économiques pour la ville de Parakou, les populations dans leur ensemble épousent cette idée du gouvernement. Mais plusieurs parmi elles s'inquiètent des nouveaux efforts financiers qui seront consentis sur ce chantier. Adam Bachirou fait des propositions même si celles-ci semblent être un peu tardives. Alors que les anciens logements étaient déjà là, c'est une propriété de l'État béninois. Soit on rase complètement ces logements et on y construit des nouveaux logements made in Patrice Talon, parce que l'autre était made in Boniaï, ou bien carrément, comme la volonté du gouvernement l'avait affiché, on mettait ça en vente à certaines personnes qui le voulaient. La vision du gouvernement dans ce cadre suit son cours normal. En attendant de sauver ces infrastructures actuellement en ruine, ces occupants, bénéficiaires indirects de la décision du gouvernement du président Patrice Talon, saluent aussi l'annonce de la construction de nouveaux logements dans la ville de Parakou. J'ai vu des logements sociaux, comme j'ai vu le nouveau chantier des logements sociaux aussi. Il a dit vraiment merci, c'est un bon travail pour notre pays. Je crois bien, depuis 6 mois que je suis ici, si on me disait de payer loyer quelque part d'une avance de 6 mois, je ne pourrais pas. Donc, il y en a des gens aussi qui vivent dedans et qui n'ont pas de moyens. Donc, grâce à ces logements sociaux, donc, ils arrivent à survivre. Les travaux de construction de ces logements vont démarrer bientôt. Les critères d'attribution sont déjà définis et ceux-ci varient en fonction du type de logement. Le compte-rendu du Conseil des ministres informe tout de même que les 2 modèles de logement sont généralement de type F4. Et pour finir, une efficacité des ministrations face au problème de l'essence de la contrebande requiert une participation de tous les acteurs. C'est l'opinion de l'économiste Aimé Dadéon. Bien entendu, il préconise une gestion des ministrations ouverte aux actes pétroliers et formels aux grands contrebandiers du Payor, et ceci va permettre la reconversion également des acteurs au plus bas niveau de la chaîne. L'avis de l'enseignant-chercheur a été recueilli par William Cliquant, Moufid Sapouran. Nous avons relevé 3 défis importants à relever. C'est d'abord le défi de la satisfaction de l'offre, de la demande, si je peux m'exprimer ainsi, la satisfaction de la demande intérieure en carburant. On a constaté à travers des études que cette demande intérieure en carburant est satisfaite seulement à 15% par les stations-service officielles, c'est-à-dire les stations-service formelles. Et donc 85% de cette demande intérieure est solvée par les contrebandiers. Vous comprenez donc que le débat est important. Le deuxième défi, c'est un défi sécuritaire. Le troisième défi, c'est le défi lié à la reconversion des acteurs de ce secteur, donc les contrebandiers. Comment les reconvertir? C'était vraiment un challenge important. Donc, toute action qui vise à solutionner à l'un ou l'autre de ces défis est salutaire. Si les contrebandiers sont associés à cette politique d'installation de mini-stations, on peut donc comprendre que ces mini-stations sont de nature à les reconvertir. Donc, ils passent donc du titre de contrebandier au titre de pompiste, ce qui devient un peu plus sécurisant par rapport donc, au fait qu'ils vendent l'essence à la volée. On a appris qu'il y a une société de gestion donc, des hydrocarbures au Bénin, que c'est cette société qui gère. Si les mini-stations-services sont entièrement à l'apanage du gouvernement, c'est que nous sommes en train de faire simplement une fuite en avant parce que les contrebandiers vont toujours continuer à vendre leur essence frelatée. Les contrebandiers ne seront pas reconvertis. Les stations-service formelles
ne seront pas contents parce que les mini-services viendront en concurrence alors que ça ne devait pas être le cas. Donc une action qui permettrait de régler les 3 défis que nous venons de citer si haut serait une action qui prend en compte donc les aspirations et des stations-service formelles qui existent, donc des opérateurs économiques dans ce domaine, et des contrebandiers, donc tous ceux-là qui vendent de l'essence frelatée devaient être associés à ces actions, et également des populations, parce que les mini-stations sont installées devant des maisons, devant des points, donc il faut une action hautement participative pour atteindre donc les résultats escomptés. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi, de votre fidélité. À 16h, votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.